Allons-y. Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir ce soir. La présentation devrait durer une trentaine de minutes pour ensuite laisser la place aux questions. Euh, je vous remercie pour votre présence à ce webinaire. Et, et je vais m'appuyer sur le contenu d'une note de recherche que j'ai publiée en juillet de cette année et que vous pouvez évidemment retrouver sur le site internet de Nexialog. Alors pour commencer, je me présente, Eric Bazen, Senior Manager de la Business Unit Global Markets chez Nexialog. J'ai une vingtaine d'années d'expérience en maîtrise des risques et en investissement sur les marchés de capitaux, principalement en asset management et aussi en banque et assurance. Actuellement, j'accompagne le premier gérant d'actifs européens sur leur projet d'attribution de performance. Et préalablement, j'ai pu conseiller l'ingénierie patrimoniale de la direction des investissements du deuxième assureur vie français. Et concrètement, j'ai participé à la sélection et à la conception d'unités de compte structurées, des EMTN ou des fonds pour cette clientèle patrimoniale. Et dans le cadre de cette présentation, je ne vais pas revenir sur un des produits sur lesquels j'avais pu travailler à l'époque, mais plutôt essayer d'aller plus loin en vous présentant un produit d'épargne que j'ai imaginé assez naturellement en essayant de rassembler les caractéristiques qui me semblent idéales pour préparer sa retraite. Évidemment, pour ça, il faut une fiscalité avantageuse, et c'est le cas pour le plan d'épargne retraite ou l'assurance vie. Mais il faudrait aussi une allocation optimisée, respectant, donc si on est dans le cadre du PER, les contraintes de la gestion pilotée. Et pour l'été, je vais proposer d'ajouter une simple protection du capital à l'échéance de ce projet qui est la retraite. Donc, aucun élément de complexité susceptible de rebuter les investisseurs. Et dans le cadre de cette présentation, mon regard va principalement se concentrer sur la modélisation financière de cette solution d'investissement. Et nous passerons rapidement sur les spécificités assurantielles. Je serai d'ailleurs très intéressé par vos remarques ou suggestions pour prolonger cette étude lorsque nous aborderons la partie questions. J'ajoute aussi quelques mots sur l'actualité du sujet étudié aujourd'hui. En effet, on ne sait pas encore si 2023 sera l'année de la réforme des retraites, mais la retraite est de nouveau au cœur des débats. D'ailleurs, en présentant une solution d'investissement, je vais revenir rapidement sur la réforme de l'épargne retraite résultant de la loi Pacte et qui offre aux épargnants jusqu'au 1er janvier prochain, donc 2023, pour bénéficier d'un avantage fiscal exceptionnel en cas de transfert d'une assurance vie de plus de 8 ans vers un plan d'épargne retraite. Donc, en l'occurrence, un abattement fiscal doublé par rapport aux règles habituellement applicables sur les gains réalisés, en fait. Un des objectifs de cette loi Pacte, qui a donné naissance au PER, était le renforcement de l'attractivité de cette épargne retraite en vue de compléter un régime général à la peine avec des pensions qui, rapportées au dernier salaire, devraient sensiblement baisser dans le futur, malgré l'allongement de la durée de cotisation qui est déjà planifié entre 2020 et 2035. Alors, voilà le sommaire de la présentation. L'assurance vie et le plan d'épargne retraite sont tous deux des placements qui permettent de se constituer une rente ou un capital et sont particulièrement bien adaptés à la préparation de la retraite. Les deux contrats s'appuient sur les mêmes types de supports financiers, un fonds en euros sécurisé ou des unités de compte potentiellement plus rémunératrices, notamment avec des actions. Étant investi sur des supports identiques à celui de l'assurance vie, le PER devrait délivrer des performances quasi équivalentes, hors l'aspect fiscal qui peut être plus intéressant pour certains.
Pour cette présentation, je vais me concentrer en première partie sur ce cas du PER, qui est vraiment dédié à la retraite, en ajoutant des contraintes spécifiques en termes d'allocation, mais cela ne retire en rien la généralité de cette solution et on pourrait sortir du cadre du PER en assouplissant ces contraintes et avoir une solution qui reste entièrement valable pour l'assurance vie. Alors, cette solution va chercher une alternative au fonds en euros qui dispose d'une garantie du capital ou plutôt d'une garantie partielle, car pour un assureur sur deux, la garantie du fonds en euros ne porte déjà plus que sur 99% des sommes versées. Ainsi, l'ajout d'une garantie de toute ou partie du capital à l'échéance semble être un élément décisif pour être suffisamment comparable et présenter une véritable alternative au fonds en euros. En deuxième partie de la présentation, j'expliquerai comment obtenir une expression mathématique pour le prix de cette option en ajoutant une protection du capital sur une gestion à horizon. En troisième partie, j'aborderai les hypothèses classiques de type Black-Scholes, mais généralisées à des allocations évolutives au cours du temps pour modéliser la diffusion du portefeuille d'investissement. Compte tenu du rôle important joué par les taux dans ce type de produit, nous analyserons deux dates différentes pour la courbe de taux, sans risque, celle de fin 2021 avec encore une bonne partie de la courbe en taux négatif et celle de fin de septembre 2022, marquée par une remontée importante des taux sur ces 9 premiers mois de l'année. Les quatrième et cinquième parties seront ainsi dédiées à illustrer les simulations moyennes attendues sur la solution d'épargne proposée pour les 3 profils de risque prévus par la réglementation pour une gestion pilotée d'un PER. Nous conclurons la présentation en 6e partie et enfin la dernière partie sera réservée pour les questions afin de ne pas casser le rythme de la présentation. Mais si ça porte sur un slide en particulier, je vous invite à bien noter cette page et votre question, et puis on reviendra dessus en fin de présentation. Alors, la solution est illustrée dans le cadre du PER, pour lequel elle est optimisée sous contrainte de cette enveloppe fiscale. Nous allons donc rappeler dans le cadre spécifique de ce PER, qui est un peu plus contraint que l'assurance vie en termes de gestion pilotée, mais aussi en termes de disponibilité du capital. Le PER a officiellement été créé le 1er octobre 2019 en application de la loi Pacte et le succès a été au rendez-vous puisque 6,2 millions d'épargnants ont déjà été séduits au 30 juin de cette année avec 50 milliards d'euros d'encours. Depuis, la collecte continue sur ce PER qui continue d'être dynamisé par les transferts de vieux contrats vers ce nouveau support. Alors, en quoi consiste le PER? Il peut être de nature collective, donc ouvert par une entreprise, ou de nature individuelle, souscrit auprès de son assureur ou de son banque assureur. Il se présente comme une enveloppe avec 3 types de compartiments. Le premier accueille les versements volontaires. Le deuxième, les primes d'épargne salariale. Ça peut être la participation, l'intéressement ou autre. Et le troisième, les cotisations obligatoires des employeurs et salariés liées au régime catégoriel. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça s'appelle anciennement l'article 83. Ainsi, le futur retraité pourra engranger une épargne dans chacun de ces 3 compartiments et, le cas échéant, transférer les montants cumulés d'un PER à un autre PER et gratuitement si le produit a été détenu pendant au moins 3 ans. Pour les 3 compartiments, 5 cas de retrait anticipé avant la retraite sont prévus. Le décès du conjoint, la validité, le surendettement, la fin de droit au chômage et la cessation d'activité dans le cas d'une liquidation judiciaire. Et seul le dernier compartiment, celui à cotisation obligatoire, donc ex-article 83, n'est pas débloquable en cas d'acquisition de la résidence principale.
Mais ce déblocage est possible pour les deux autres compartiments et c'est donc une des grandes nouveautés pour le PER individuel. L'ensemble des anciens produits de retraite, qu'ils soient collectifs ou individuels, vont donc converger vers un des compartiments de cette enveloppe PER qui offrira plus de flexibilité et de liberté que chacun des anciens produits, à la fois la possibilité de sortir en capital au moment de la retraite et plus seulement en rente, et la portabilité totale des produits d'épargne retraite. Alors, la simplicité du PER repose sur toutes ces règles de fonctionnement communes. Je ne vais pas rentrer dans toutes les subtilités de fiscalité, mais on peut retenir que dans le cadre des versements volontaires, le titulaire peut opter ou non pour la déduction du revenu imposable des versements. La déductibilité fiscale est une option activée par défaut à l'ouverture du contrat. Et dans ce cas, c'est à la sortie que le titulaire sera fiscalisé et l'opération sera globalement gagnante si le titulaire est dans une tranche d'imposition plus basse à la retraite, qui est souvent le cas. Enfin, la gestion pilotée est proposée comme l'option par défaut. Et c'est donc dans ce cadre que nous allons illustrer notre alternative au fonds en euros. La gestion pilotée pour le PER correspond à une forme de gestion déléguée où vous laissez à votre assureur le soin d'effectuer des arbitrages automatiques. Le PER est donc un produit où les sommes investies ne seront disponibles qu'à un horizon donné. Cet horizon est censé être celui de la retraite avec potentiellement une sortie en capital, mais compte tenu de la possibilité de déblocage anticipé, donc le d'acquisition de la résidence principale notamment, le PER pourrait aussi faire office d'épargne logement. Dans ce cas, évidemment, l'épargne se fait avec un horizon de projet qui ne sera plus nécessairement celui de la retraite, mais qui pourrait être celui du projet d'acquisition de la résidence principale. Mais restons vraiment ici dans le cas de la retraite, car la gestion pilotée est vraiment conçue pour profiter de cet horizon éloigné, en prenant plus de risques au début et moins lorsque l'on se rapproche de la date cible. La loi encadre d'ailleurs fortement la réduction progressive des risques financiers pour le souscripteur en imposant une part minimale de l'épargne en actifs moins risqués qui augmente en se rapprochant de l'échéance. Ces actifs moins risqués doivent présenter un SRRI inférieur ou égal à 3. Donc, c'est un indicateur de risque qui va limiter la volatilité à un niveau inférieur à 5%. Alors, on pense évidemment au fonds en euros pour cet actif moins risqué, mais cela pourrait être aussi un fonds euro croissance ou un fonds obligataire avec une maturité proche de celle de l'horizon de la retraite, à condition bien sûr de respecter cette condition sur le SRRI. En bas à gauche, je reprends la part minimale d'actifs moins risqués en fonction de la durée restante jusqu'au départ en retraite et du profil d'investisseur qui peut être prudent, équilibré ou dynamique. Cette gestion à horizon semble être bien adaptée aux besoins de l'épargnant qui cible sa retraite, mais les épargnants sont généralement averses au risque et habitués au fonds en euros. L'alternative est donc de renforcer la gestion pilotée à horizon par une protection optionnelle de toute ou partie du capital à échéance de la retraite. Cette option serait facturée à l'épargnant sous forme d'un taux de chargement en cours. Dans l'élaboration des allocations définies pour la gestion pilotée, nous allons plafonner ce taux de chargement afin de limiter l'impact sur la performance de l'épargne. On remarquera que la solution proposée reste pertinente si on n'est plus dans le cadre du PER, mais dans un contrat d'assurance vie où les contraintes d'investissement seraient fixées en fonction d'un profil de l'investisseur, mais sans contraintes réglementaires. On notera toutefois que la gestion pilotée à horizon est gratuite dans le cadre du PER, mais que la gestion pilotée pour l'assurance vie génère en principe des frais supplémentaires.
Alors, nous abordons maintenant le cœur de l'étude avec la façon d'évaluer le coût de l'option capital protégé à échéance de la retraite. L'ajout du capital protégé revient à calculer la prime liée à une garantie en cas de vie. Alors, la terminologie anglo-saxonne associée est le variable annuity, car le niveau de rente dépend de la performance du véhicule d'investissement. Et ici, nous sommes dans le cas d'un guaranteed minimum maturity benefit ou plus précisément d'un guaranteed minimum accumulation benefit, car en pratique, c'est le cumul des souscriptions qui sera garanti, pas uniquement la souscription initiale. L'assuré s'engage donc à payer une prime annuelle, par exemple, pendant la durée de vie du contrat, tant qu'il n'a pas racheté et qu'il est vivant. Donc, le coût de la garantie, in fine, va être financé progressivement par l'assuré à travers un taux annualisé de chargement sur encours que j'ai appelé lambda. La valeur du portefeuille va être diminuée de façon continue de l'impact de ce taux de chargement. Et la valeur actualisée de ce portefeuille sans coût étant une martingale sous la mesure que neutre, euh, 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 en année I, elle est équivalente à sa valeur actuelle qui correspond ici à la valeur initiale pour la date de pricing. Ainsi, il suffit de diminuer la valeur initiale de l'épargne de la dérive liée aux frais de garantie sur les I années précédentes, ce qui donne la formule d'engagement de l'assuré en best estimate. On se pose ici simplement l'indépendance entre le maintien dans le contrat et les marchés financiers, qui a priori justifié que ce soit pour les décès ou pour les rachats, puisque ici les rachats vont être limités à des retraits anticipés avant leur retraite, donc au décès du conjoint, à l'invalidité, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure, ou la résidence principale, qui n'ont pas de raison d'être vraiment liés avec les marchés. L'engagement de l'assureur consiste à payer l'option capital protégé à l'échéance et peut s'exprimer comme la partie positive de l'écart entre le pourcentage du portefeuille initial qui est garanti par le contrat et la valeur épargnée sur le compte individuel de l'assuré à l'échéance du contrat. Cette option n'étant applicable qu'à maturité, elle n'a pas de valeur en cas de sortie avant l'échéance, que ce soit le décès ou un des cas de remboursement anticipé. La tarification de la prime pure s'obtient en utilisant les engagements respectifs de l'assuré et de l'assureur au moment de la souscription. On peut finalement schématiser la solution financière comme étant du type sous-jacent plus put, et compte tenu de la parité call-put, c'est économiquement équivalent à une structure zéro coupon plus call, mais sur laquelle l'assuré n'aurait pas de visibilité sur son allocation, et donc cette structure sous-jacent plus put est beaucoup plus pertinente pour l'investisseur. Au passage, on peut souligner un point technique. La couverture du put se traduit par un delta négatif, ce qui implique de pouvoir shorter le portefeuille sous-jacent composé de fonds. Cela ne pose pas de problème pour l'assureur qui détient cette position via la gestion à horizon, mais en général, ce type d'option va être proposée et couverte par une banque d'investissement, donc c'est vraiment le cœur de métier. Et le montage suppose alors que l'assureur prête la quantité nécessaire des fonds sous-jacents à la banque pour qu'elle puisse ensuite shorter la position afin de couvrir l'option en delta. Donc, c'est un type de montage qu'on rencontre régulièrement et qui nécessite une certaine coordination entre l'assureur et la banque. Une fois que l'on a égalisé l'engagement de l'assuré à payer le coût de la protection et l'engagement de l'assureur à compenser la différence si le portefeuille termine sous le niveau protégé, nous avons une équation avec lambda comme inconnu. On voit que l'on peut facilement faire disparaître un des termes, c'est la probabilité de survie, qui vient compliquer cette expression en étant légèrement, il suffit d'accepter d'être légèrement conservateur pour l'assureur, puisque l'on sous-estime alors l'engagement en best estimate de l'assuré
en supprimant cette probabilité de survie, et tout simplement parce que la probabilité de survie est décroissante au cours du temps et que si l'on remplace la probabilité de survie à l'échéance par celle à l'échéance, on peut faire disparaître ce terme de part et d'autre de l'égalité. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et on va voir qu'on va faire aussi d'autres simplifications. On va donc bien sûr appliquer cette première simplification que nous venons d'évoquer en négligeant l'impact de la probabilité de survie, donc d'un retrait anticipé qui est une hypothèse donc conservatrice pour l'assureur. D'autre part, on va changer de variable en considérant non plus lambda, qui était le taux de chargement, pour assurer la protection, mais on va le remplacer par X, qui va être une sorte d'impact équivalent in fine au taux de chargement de la protection. Je souligne que l'on ne peut pas trouver X directement, car cet inconnu se trouve aussi dans le strike du put. On peut obtenir une approximation en faisant un développement au premier ordre du put. On verra tout à l'heure, on indiquera sur le graphe quelle est cette valeur au premier ordre, et on obtiendra quasiment la même valeur vu les ordres de grandeur de taux de chargement considérés. Toutefois, on va résoudre la solution de façon complètement analytique, simplement avec une méthode de Newton qui permet de trouver X. Donc, dans la feuille de calcul qui sera utilisée pour faire les simulations, on va vraiment calculer exactement la valeur de X. Alors, le premier point, c'est quand même de vérifier l'existence et l'unité de cette solution. Et pour ça, nous allons considérer la fonction f, dont X est la racine. Alors, on peut montrer que cette solution existe et qu'elle est unique si on a un pourcentage du montant initial garanti qui est inférieur au facteur de capitalisation du taux sans risque sur la période considérée. Donc, on voit bien que ça va dépendre fortement des taux d'intérêt. Et plus les taux vont être bas, plus ce facteur de capitalisation va être élevé. Oui, plus les taux sont bas, plus ce facteur de capitalisation va être bas, et donc plus ça va être contraignant pour le pourcentage qu'on pourra garantir. Et en effet, si cette hypothèse est respectée, on va avoir une fonction f qui va être croissante, qui va prendre une valeur négative en 1 et tendre vers une valeur positive en plus l'infini. Donc, on n'aura bien qu'une seule solution de cette équation. Et on verra tout à l'heure les illustrations en voyant l'impact fort de la courbe de taux sur le choix de cette protéine. Mais avant, considérons la modélisation du portefeuille, puisqu'on va chercher à évaluer le prix du put pour trouver le taux à facturer pour cette option. Et ça va supposer de définir les actifs composant le sous-jacent, puis de faire des hypothèses pour modéliser leur plus aléatoire. Mais juste avant, je vais revenir sur la solution envisagée. Tout d'abord, le fait de considérer deux poches, c'est absolument pas contraignant. En effet, d'après le théorème de séparation de Tobin-Sharp, tout portefeuille efficient devrait s'écrire comme combinaison de deux fonds, un fonds sans risque et le portefeuille de marché. Et pour que ce soit parlant, je propose d'appeler ces poches sérénité et poche performance. Et en choisissant ces poches, on peut complètement optimiser cette gestion à horizon. Pour la poche sérénité, donc on pense au fonds en euros. Il perd certes du terrain maintenant que les taux sont montés, mais cela peut être aussi pour l'assureur l'occasion de relancer la collecte pour remonter le taux de rendement de l'actif général.
Et par la suite, nous supposerons que la poche sérénité est composée du fonds en euros pour permettre une comparaison directe avec le fonds en euros. Euh, mais si on arrive à trouver un actif plus performant que le fonds en euros, a fortiori, ça renforcera la, la performance de la solution proposée. On pourrait étudier plusieurs cas, le cas du fonds Eurocroissance, et pourquoi pas, si les taux continuent à monter, des fonds obligataires avec des maturités cohérentes avec l'horizon de la retraite, mais toujours effectivement à condition de respecter le niveau du SRE. Pour la poche performance, on va chercher à se rapprocher d'un portefeuille de marché composé d'une sélection diversifiée et optimisée, euh, d'unités de compte dynamiques, des fonds en actions internationales, des fonds actions des pays émergents, par exemple, des obligations au rendement, que ce soit en euros, en dollars, des fonds d'obligations investment grade, des fonds multi-assets recherchant une performance absolue. Voilà, on a plein de possibilités. Et euh, la réglementation impose un niveau plancher pour l'actif moins risqué en fonction de la proximité par rapport à l'âge de la retraite et du profil investisseur. Nous verrons que la grille de désensibilisation peut être optimisée en fonction du coût accepté pour cette protection. Et un autre paramètre possible sera par exemple la fréquence des arbitrages. Ça peut être mensuel, trimestriel ou annuel. Il y a aussi une grande flexibilité de versement car protéger le cumul des versements va être conservateur par rapport à une protection séparée pour chaque versement. Alors, je propose de passer maintenant à la modélisation des actifs sous-jacents pour évaluer le prix du put. Les deux actifs seraient d'une part l'unité de compte performance et d'autre part le fonds en euros que l'on va supposer corrélé avec un coefficient ρ. On se place dans le cadre du modèle de Black-Scholes pour ces deux actifs. Euh, on note au passage quand même que la d'opportunité d'arbitrage n'est pas vraiment respectée pour le fonds en euros, hein, en raison des mécanismes comptables, de la provision pour participation aux bénéfices et des réserves, mais on considérera que ce sera suffisamment acceptable. Euh, et on fera aussi une autre hypothèse, c'est qu'on reste dans le cadre log normal en supposant un rebalancement en continu du portefeuille de gestion pilotée sur des poids cibles oméga 1 et oméga 2 qui vont correspondre à la grille de désensibilisation. Alors, si le rebalancement est annuel, on commence à s'éloigner un peu de cette hypothèse, mais comme les deux actifs auront des volatilités très différentes et on aurait presque pu négliger celle du fonds en euros, l'approximation reste tout à fait pertinente. Sous cette hypothèse, on peut écrire le processus suivi par le portefeuille en pondérant les tendances et en corrélant la volatilité entre les deux processus. Ainsi, en fonction de l'évolution des poids cibles, nous obtenons l'évolution du rendement du portefeuille et l'évolution de sa volatilité au cours du temps. En sommant les rendements, donc mu, hein, qu'on appelait mu, et les carrés de la volatilité, donc sigma au carré, sur chaque pas de temps, nous obtenons le paramètre de rendement et la volatilité quadratique du portefeuille sur la période considérée. À partir de ces éléments et de Black-Scholes généralisés, nous pouvons calculer le prix du put sur chaque période en partant de la maturité correspondant à l'âge de la retraite. Donc, je ne rentre pas dans le détail de Black-Scholes. Alors, en représentant l'évolution de la courbe des taux entre fin 2021 et fin septembre 2022, on voit tout de suite le changement macroéconomique qui s'est opéré entre ces deux dates, hein. Là, on a repris les courbes EIOPA.
qui s'appuient sur les courbes de swap, hein. Euh, et toute chose égale par ailleurs, le prix du put va dépendre, on l'a vu dans la formule précédente sur laquelle je suis passé rapidement, va dépendre du prix forward du portefeuille. Et la remontée des taux a bien rehaussé le niveau de ce forward et fait baisser le prix du put. Et donc, on va pouvoir se rendre compte de ça en regardant ensemble le résultat des simulations obtenues avec les deux courbes de taux. Donc, tout d'abord, la courbe de taux en fin d'année 2021. Alors, je distingue en dehors de la courbe de taux, donc, qui figure en bas à droite, euh, on peut distinguer les paramètres qui sont liés aux caractéristiques du produit ou de l'assuré, et d'autre part, les paramètres liés aux hypothèses financières. Pour les caractéristiques, cela se résume au niveau de protection du produit et à l'horizon de la retraite de l'assuré. Les hypothèses financières, nous allons nous appuyer pour ces hypothèses financières sur les anticipations de marché pour les actifs financiers. Donc, en fait, je dis les hypothèses financières, mais comme on fait un pricing du put, on va être sous la probabilité risque neutre. Alors, c'est un peu particulier pour le fonds en euros, comme je disais tout à l'heure, il ne respecte pas vraiment l'absence d'opportunité d'arbitrage. Et dans ce cas-là, le plus simple, ça va être de se fixer une tendance risque neutre forfaitaire, qui pourrait être pilotée par l'assureur, par exemple 1,5%. Là, on est avant les frais du contrat, hein, et une volatilité, disons, 1%. Et de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que cet actif servira de référence pour notre comparaison. Le vrai sous-jacent, ce sera la poche UC, aussi appelée poche performance, pour laquelle nous prendrons une volatilité moyenne de l'ordre de 15%, correspondant à une poche bien diversifiée à forte dominante action. Et pour sa tendance risque neutre, on prendra le taux sans risque forward, diminué des frais de gestion des fonds fixés forfaitairement à 0,5%. Autre hypothèse, la corrélation entre ces deux poches, fixée à 20%, qui joue très peu compte tenu du différentiel de volatilité. Enfin, on pose l'absence de frais d'arbitrage lorsque l'assureur va rebalancer les allocations, et que les frais de gestion du contrat seront les mêmes sur les deux poches en gestion pilotée à horizon. J'ai pu vérifier sur quelques exemples que c'était bien le cas dans les contrats. Et donc après, peu importe le niveau de ces frais, puisque de toute façon, on va raisonner relativement au fond en euros. Et pour cette première série de simulations, nous retiendrons la courbe de taux forward à fin 2021, dont les taux à maturité à moins de 6 ans sont négatifs. J'ai aussi tracé en bleu clair le niveau des taux forward 1 an, pour bien voir la diffusion qui va se faire. Avant de rentrer dans le détail des simulations, j'explique rapidement comment elles ont été obtenues. On part d'une grille d'allocation sur 40 ans qui correspond au plafond, donc là en bleu, hein, sur le graphique, au plafond du profil en termes d'UC risqué. Donc c'est l'opposé du pourcentage d'actifs sans risque, hein, qui est contraint par la réglementation. C'est plus simple de raisonner sur le pourcentage d'actifs risqués. Et on calcule, on va calculer à l'aide des formules qu'on a précédemment, le tableau des solutions X, donc qui dépendent du taux de chargement sur les 40 ans, pour fixer la tarification. Et une fois qu'on a obtenu
ce niveau de X, on va pouvoir se fixer une sorte de plafond pour le taux de chargement, et on va utiliser ce taux-là pour chercher donc réciproquement, dans l'autre sens, eh ben, la grille de désensibilisation respectant le plafond du profil. Donc, en 2 étapes, on obtient alors la grille d'allocation sur 40 ans qui respecte à la fois le plafond en actifs risqués du profil et le plafond de coût annuel fixé. Donc, avec la courbe de taux de fin 2021, le facteur de capitalisation le plus bas est obtenu à 2 ans, on obtient 99,2%, et donc on va se fixer un niveau de garantie qui est inférieur à ce niveau-là, on fixe 99%. Et donc, ce qui est tout à fait adapté pour un profil prudent. On fixe également un plafond cohérent pour le coût annuel de la garantie, ici 0,1, et on obtient donc cette grille de désensibilisation en rouge sur le graphique. On voit qu'il s'éloigne, on voit que l'allocation en actifs risqués s'éloigne déjà du plafond de 70% du C à 21 ans et termine au plafond de la dernière année qui est 10%, avec une décroissance assez régulière. On affiche en dessous l'ensemble des grilles d'analyse. Tout d'abord, si je commence à partir d'en bas, la première courbe du bas en vert représente le taux de chargement annualisé qui est confondu, ici on ne voit pas la distinction, avec son approximation au premier ordre que j'avais évoqué tout à l'heure. Ensuite, en remontant, nous avons une courbe violette avec la surperformance de ces points morts pour neutraliser le coût de la protection. Donc, c'est à partir de ce niveau-là que la performance de l'UC est supérieure à celle du fonds en euros. Et donc, nous obtenons une surperformance du package par rapport au fonds en euros. Et la troisième courbe en partant du bas, la orange, indique la surperformance de la gestion nette du coût de la protection en supposant une surperformance de l'UC de 4%, qui est un ordre de grandeur tout à fait raisonnable. Et ça donne donc l'information sur ce qu'on peut espérer obtenir avec donc cette structure, ce montage. Et la quatrième courbe, en partant du bas, la bleu clair, indique la surperformance de l'UC point mort pour obtenir une gestion à horizon qui surperforme de 1% du coût net du coût de la protection. À chaque fois, toutes les performances, j'ai diminué l'impact du coût de la protection pour vraiment qu'on ait un bilan complet de la solution d'investissement. Donc, on peut conclure que sur un horizon de 20 ans, si le moteur UC fait plus de 4% de surperformance par an, la structure protégée réalisera plus de 1,4% de surperformance par an. On arrive donc à conserver plus d'un tiers de la surperformance de l'UC avec ce montage, protégeant 99% du capital et dans le cadre d'une dégressivité du risque. Alors, c'était le profil prudent. Toujours avec la courbe de taux à fin 2021, on a envie de regarder ce qui se passe pour le profil équilibre. Là, on doit descendre la protection à 96%, pas tellement pas par rapport à la contrainte sur les forwards, parce que enfin le facteur de capitalisation, car c'est le même que précédemment, mais c'est parce qu'on ne veut pas dépasser un coût trop élevé pour la protection. Et donc, le bon équilibre, on le trouve avec une protection de l'ordre de 87%, et ce qui donne un plafond pour le coût de la protection à 0,80% par an.
On obtient alors une grille de désensibilisation en rouge dans le graphique du haut. On voit que la part UC s'éloigne aussi du plafond. Cette fois-ci, c'est à partir de 18 ans et qu'on termine à peu près, on décroît assez linéairement pour terminer ensuite de 30% la dernière année. On peut là aussi conclure avec les simulations que sur un horizon de 20 ans, si le moteur UC fait plus de 4% de surperformance par an, la structure protégée réalisera plus de 2% de surperformance par an. Donc là, c'était 2,23% précisément. On arrive donc à conserver plus de la moitié de la surperformance de l'UC avec ce profil équilibre, tout en protégeant 96% du capital. Donc, dernière illustration pour cette courbe de taux à fin 2021, celle du profil dynamique, pour laquelle pour ce profil dynamique pour lequel les paramètres les plus adaptés nous semblent être de protéger à 94% et un coût annuel de la protection qui serait plafonné à 1,2%. Et cette fois-ci, la parole est restée jusqu'au plafond réglementaire, jusqu'à 10 ans de l'échéance, et on terminera à 50% à l'échéance de la retraite, donc qui est aussi le plafond fixé par la réglementation. Alors, ce profil est un peu décevant, car comparativement au profil équilibre, on va réaliser à peu près la même surperformance, hein. Donc là, 2,25 contre 2,23 pour le profil équilibre, alors qu'on aura quand même une volatilité plus forte, un niveau de garantie plus bas. Et ça, effectivement, voilà, on atteint un petit peu après des limites. Si on va supposer un actif d'autant plus risqué, eh bien, le coût annuel de la protection va aussi amputer une partie de la performance. Donc, sur ces hypothèses, là, on aurait plutôt tendance à retenir un profil équilibre. Mais avant, on va considérer donc la courbe de taux au 30 septembre dernier, donc il ne doit pas être très éloigné de la courbe actuelle. On va garder les mêmes hypothèses financières, hein, mais juste changer cette courbe des taux. Et on verra par contre qu'on va devoir mécaniquement ajuster la caractéristique du produit, hein, qui est le niveau de protection. Et parce qu'on va pouvoir rehausser le niveau de cette protection tout en baissant même sensiblement le coût de la protection, tellement la courbe a évolué. On va garantir 100% du capital au lieu de 99% précisément. Et puis, pour le coût annuel plafond, on va perdre 5 points de base en descendant à 0,10% comparé à la précédente courbe de taux de fin d'année 2021. Et cette fois-ci, la part UC va rester au plafond du profil du début jusqu'à l'échéance, puisqu'on peut vraiment profiter d'un maximum d'exposition compte tenu de la nouvelle marge de manœuvre qui est donnée par cette courbe de taux. Et sur un horizon de 20 ans, si le moteur UC fait plus de 4% de surperformance par an, eh bien la structure protégée réalisera presque 2% de surperformance par an, donc quasiment ce qu'on avait dans la situation précédente avec un profil équilibre. On arrive donc à conserver presque la moitié de la surperformance de l'UC avec un montage qui, ici, protégerait 100% du capital. On mesure bien donc toute la sensibilité que nous avons avec à cette courbe de taux. On va le vérifier aussi sur le profil équilibre, pour lequel nous préférons retenir une protection du capital à 99%
pour limiter aussi le coût annuel de la protection à 0,40%. Donc là, on a un niveau de coût qui est en baisse de moitié par rapport à ce qu'on avait pour le même profil avec la courbe de fin d'année 2021. Et cette fois-ci, la parucée décroît régulièrement à partir de 6 ans et reste très très proche du plafond, sauf vraiment à la fin. Et sur un horizon de 20 ans, si le moteur UC fait toujours la même analyse, plus de 4% de surperformance par an, eh bien la structure protégée, là on se rapproche des 3% de surperformance par an. Donc on arrive à conserver presque les 3 quarts de la surperformance de l'UC, donc qui est supposée de 4% ici, après le coût de la protection et avec un montage qui protège 99% du capital. Donc, une véritable alternative au fonds en euros. Et je termine avec le profil dynamique, pour lequel, dans cette configuration de courbe de taux, j'ai retenu une protection du capital à 98% pour un coût annuel de 0,50%. Et le comportement est proche du profil équilibre, mais avec un plafond augmenté. Euh, la part UC décroît régulièrement à partir de 7 ans de l'échéance et ne termine pas tout à fait au plafond la dernière année. Donc voilà, c'est le même type de conclusion. Si le moteur UC fait plus de 4% de performance par an, eh ben, à un horizon de 20 ans, la structure protégée dépassera cette fois-ci les 3%, alors qu'on était un petit peu en dessous des 3% sur le profil équilibre. Et donc là, on a vraiment les 3 quarts de surperformance de lycée à coût de la protection. Il y a donc une grande sensibilité à la courbe des taux. Si on veut que le produit ait une grande pérennité dans le temps, il faudrait donc se fixer ces caractéristiques de protection plutôt en conditions de taux bas. Donc, typiquement, par exemple, sur les taux de fin 2021, si on considère que c'est vraiment voilà, un scénario vraiment limite, et ça donnerait aussi un taux max pour le coût de la protection. Après, il y a toujours la possibilité de démarrer des produits et puis après de les fermer à la souscription, créer un nouveau type de produit dans des configurations plus optimisées pour les nouvelles configurations de taux. J'en arrive à la conclusion de cette présentation et je propose de conclure en mentionnant les principaux points à retenir. Donc, on a vu un produit qui est conçu pour répondre idéalement aux contraintes de la gestion pilotée à horizon du PER et que ça se fait à travers 2 poches, une poche sérénité et une poche performance. Donc, c'est vrai, le choix est assez déterminant, mais on l'a vu, la composition est assez bien orientée par la théorie financière, à la fois pour la poche sérénité et surtout pour la perche performance, dont on va essayer de se rapprocher du portefeuille de marché. Donc, après, pour obtenir les résultats et notamment le coût de la protection, on a un algorithme très simple grâce à cette solution analytique qui est simple et efficace et qui permet vraiment d'optimiser cette gestion à horizon et la détermination du niveau de protection et aussi sa tarification. Donc, on a une solution complètes qui permettent vraiment d'aboutir à un produit. Et voilà, j'espère que la présentation vous a plu et je vous remercie pour votre attention. Et c'est le moment voilà, de poser vos questions si vous en avez.